Je m'appelle Pierre. J'avais envie de me lancer un nouveau défi cette année à l'occasion des JO. Vous proposer des vidéos et podcasts sur les sportifs emblématiques du territoire. Comment le sport les a aidés à se construire, à développer leur personnalité, à améliorer leur confiance en eux. Mais aussi parler de dépassement de soi, d'abnégation, de résilience, de courage et de performance. Et avec nous, on va découvrir comment, pourquoi et avec quelle force ils ont réussi à être ce qu'ils sont. J'ai hâte de partager avec vous cette nouvelle expérience. Alors rejoignez-nous. Salut Jason. Salut, tu vas bien? Super. Et toi? Ça va. Alors, on est au Cap Sizun, à côté d'une plage qui est très importante pour toi. On pourra revenir sur cette plage tout à l'heure. Tu as 36 ans, C'est tu ça. fais 1m80, 115 kg. Et ta spécialité depuis l'âge de 5 ans, c'est le judo. Tu as quel souvenir de tes débuts et qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire de cette discipline? Déjà, on repart il y a plus de 30 ans en banlieue parisienne, à Vitry. Lors d'un forum des sports, je ne faisais pas de sport encore à l'époque, mais j'avais des amis de ma classe qui faisaient du judo. Et du coup, lors du forum, comme je te disais, j'ai fait un premier test pour essayer. Et ça m'avait plu parce que j'étais avec les copains. Et ce qui m'a fait rester au judo, c'est le prof de l'époque qui s'appelle toujours Gilles Brugnon, qui est un ami, et qui a su me guider dans mon handicap et me faire avancer avec mes yeux, et qui a su me faire aimer le judo. Et au fur et à mesure, de cours en cours, de loisirs, on est passé aux compétitions. Et de compétitions, on a fait des résultats à droite à gauche en valide. Et du coup, c'est ce qui m'a fait accrocher. Alors c'est vrai que quand on ne te connaît pas, on a du mal à distinguer que tu es non-voyant C'est vrai. à 100% aujourd'hui. Ça a été diagnostiqué lorsque tu avais 5-6 ans. Et maintenant, tu fais ta vie, tu t'adaptes à tout ça. Est-ce qu'au quotidien, il y a des ajustements sur ton entraînement? Comment tu as adapté tes entraînements par rapport à ça? C'est vrai que j'ai fait le choix aussi d'habiter assez loin de tous les transports par rapport à mes enfants et à ma femme. Donc c'était aussi me rendre un peu plus d'handicap dans mon handicap. Du coup, j'ai créé ma salle de muscu chez moi. Après, je ne suis pas très loin des cars, donc je me déplace beaucoup en car quand je dois aller à la salle de muscu ou à droite à gauche pour m'entraîner en Bretagne. Et après, quand je suis avec l'équipe de France, nos coachs, dont Cyril Pagès, quand il doit nous corriger sur des techniques ou quoi, il vient nous voir, il nous fait voir la technique, il se met dans la position qu'il faut et c'est très tactile. Donc si par exemple il faut que la hanche soit dans telle position ou quoi, je vais toucher sa hanche, il reste dans la position. Et du coup c'est plus du tactile. Et après on refait jusqu'à ce que le mouvement plaise à tout le monde et qu'il soit parfait. Alors, la pédagogie, c'est quelque chose qui a l'air très important pour toi. Donc, tu t'entraînes tous les jours et tu as ton dojo chez toi. Donc, ton entraîneur vient chez toi? Non, mon entraîneur, c'est l'entraîneur de l'équipe de France. Donc, on se voit quand on est en stage en équipe de France ou pour les compétitions. Après, sinon, quand je suis en Bretagne, je m'entraîne beaucoup au pôle espoir de Rennes, où je suis suivi là-bas par les coachs du pôle espoir. Et après, sinon, j'ai mon prépa physique qui s'appelle Jérôme Gozans, qui vient à la maison. Et je me déplace dans sa salle aussi à Quimper. Mais c'est plus facile pour faire des exercices bien spécifiques. Comme ça, j'ai pas trop de monde autour. Je connais mes emplacements, je sais où je mets les barres et ainsi de suite. Et je trouve que c'est plus safe pour moi. Alors, tu reviens d'un stage de 2 semaines à Oulgat, justement, pour préparer les Jeux paralympiques qui vont commencer début septembre. Est-ce que tout est au vert? Est-ce que tu es prêt à affronter des gabarits de plus de 180 kg? Ce que je peux dire, c'est que le stage s'est vraiment très bien passé. Je remercie les partenaires parce que grâce aux partenaires, on a eu 12 jours vraiment parfaits parce que les partenaires étaient de qualité. Du coup, on a pu vraiment s'entraîner au maximum et dans des bonnes conditions. On était hébergés dans un centre tout neuf à Oulgat. On avait nos coachs qui étaient là, qui étaient vraiment là pour nous avec une très bonne récupération, les kinés, ainsi de suite. Donc tout ça fait que oui, je me sens très bien pour le jour J. Après, il y a toujours des petits réglages à faire, dont le prochain stage qui va arriver à Souston. Et après le jour J, on verra ce que ça donne. Mais dans ma tête, je suis prêt, physiquement, je suis prêt. Donc on verra bien le jour J. Alors, tu as une combativité assez impressionnante puisque tu as quand même connu trois accidents très costauds qui ont démontré que ton physique était impressionnant dans la résistance. Je repense à une chute que tu as fait de 7 mètres d'un pont. Ouais, tout à Tu es fait. tombé en chute arrière, Ouais, c'est ça. 7 mètres. Et on remercie le judo parce que sans l'apprentissage des chutes, ça aurait peut-être fini plus dramatiquement. Mais oui, après, c'est les aléas de la vie, c'est ce qui fait que la vie est belle aussi. C'est ce qui fait que tous les matins, je me lève avec le sourire et que voilà,
Il faut profiter de la vie tout simplement. Et pour en revenir à cet accident que tu as eu sur le pont, grâce à ton gainage et à la musculature de ton dos, le médecin t'a dit que ça t'a servi de corset pour restructurer et regainer tout ton corps. En tout cas, ce que je me rappelle sur le moment quand j'ai vu le médecin et tout, tout le bloc santé, il m'a dit que c'est ce qui a fait que j'ai pas eu plus de séquelles, c'est grâce à mon dos, parce que mon dos était musclé, c'est ce qui a protégé le reste du corps. Ouais. En tout cas, c'est vrai que tu as un physique impressionnant. Tout à l'heure, on t'a suivi à l'entraînement, tu soulèves des charges très lourdes. Quel est le combattant le plus impressionnant, le plus lourd que tu aies rencontré dans ta carrière? Je pense à deux parce qu'il y a le Brésilien, Arroyo, qui est numéro 1 mondial et qui est numéro 1 sur la ranking, qui est lourd, qui est puissant, qui est technique. Mais après, si on parle le combat le plus épuisant, le plus éprouvant pour moi, c'était demi-finale du championnat du monde contre un Azari, donc une personne qui vient d'Azerbaïdjan, très grand, quasiment 2 mètres, 172, 175 kilos. Un combat qui ne se finit pas dans le temps imparti mais qui part au golden score. Et si je me rappelle bien, je crois que ça a duré 10 minutes ou un peu plus de 10 minutes le golden score, donc ça faisait un combat de 14 ou 15 minutes je crois. Très très épuisant, très physique, mais ce jour-là a fait que ça a débloqué quelque chose en moi et ce combat a fait le déclic du reste, je pense. Et c'est peut-être grâce à ce combat-là que j'ai évolué dans ma tête et mentalement. Donc des fois il faut prendre des gros combats pour évoluer aussi. Quelle émotion te traverse le plus lorsque tu rentres sur le tatami et tu sais que tu vas affronter un des meilleurs au monde? Est-ce que tu as peur? Il y a 1 an, 2 ans, quand j'étais moins préparé mentalement, ce qui me faisait défaut, c'est que je prenais les partenaires et je me disais, lui il a tel titre, il fait tel poids, du coup je me sentais inférieur. Et en fait, au fur et à mesure des combats, je me suis rendu compte que c'est pas le titre qui fait la personne, et c'est ce qui est en face. Et maintenant, je sais que je suis prêt, je sais que je peux le faire. Je sais que je l'ai déjà fait contre des combattants qui étaient plus grands, plus lourds, je les ai battus. Du coup, c'est juste à moi de me faire confiance et d'y aller. Tu es athlète professionnel depuis 2017, donc tu as des bourses et c'est ton travail. Avant, tu étais aide-soignant. Est-ce que cette vie d'athlète t'épanouit totalement ou est-ce que parfois tu dis que ton métier d'aide-soignant te manque? Là, c'est vraiment, je vais jouer sur les mots parce que c'est ma manière de dire. Je suis rentré dans l'équipe de France en 2017-2018 et je pense que tant que je n'avais pas fait de médaille, pour moi, je n'étais pas athlète de haut niveau, donc j'étais dans l'équipe de France. Et j'ai travaillé pour devenir un athlète. Et on va dire, c'est vraiment que depuis 2 ans où je fais des grosses médailles, où je me dis que je suis athlète de haut niveau. Avant, je travaillais pour le judo, je travaillais pour m'améliorer. Donc oui, je suis rentré dans l'équipe en 2017, mais pour moi, ça fait que 2 ans où je suis vraiment athlète et où j'ai le statut de élite. Donc c'est ce qui prouve que voilà, je suis vraiment rentré en tant qu'athlète. Après, en tant qu'aide-soignant, non, j'aimais mon métier, j'aimais ça. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi et sur les gens. Et après, je suis passé à autre chose. Donc maintenant, je suis sur le judo. Comme après les Jeux, je ne sais pas, on verra bien si je continue. Si je mets une petite pause pour continuer derrière ou si je trouve d'autres projets. Mais c'est au fur et à mesure. Justement, quelle est la journée type d'un athlète professionnel? Comment tu t'organises? Comment ça se passe une journée? Là, par exemple, par rapport au stage d'Oulgat, donc le matin, on avait le réveil musculaire de 7h à peu près 8h. Donc c'était un réveil musculaire géré par soit la kiné, soit par notre préparatrice physique, Mathilde. Après, donc on allait déjeuner. Après, de 10h à midi, on faisait technique et combat. Donc beaucoup de combats, soit debout, soit au sol. Et l'après-midi, il y avait la sieste. Et l'après-midi, il y avait prépa physique ou technique, ou prépa physique et technique. Et après, c'était suivi des bains froids, bains chauds sur la récupération. Donc voilà, c'est à peu près ça une journée type. Est-ce que tu aimerais passer quand même plus de temps avec la famille? Parce que j'imagine que toute cette préparation et être un athlète pro, ça demande beaucoup de temps. Est-ce que le juste milieu avec la gestion de la famille est bon pour toi ou pas? Quand je rentre de 12 jours ou de plusieurs semaines de stage à la suite, je me dis que si tu me dis de repartir direct, je te dis oui, je repars direct. Après, quand je reste plus d'une semaine à la maison et que je profite de mes enfants et que tu me dis qu'il faut repartir en stage, je te dis ouais, j'ai envie de rester à la maison. Mais en même temps, quand je suis en stage, mes enfants me manquent et quand je suis à la maison, mes enfants, le judo me manque. Donc il faudra que j'arrive à trouver un juste milieu. Mais c'est difficile. Après, quand mes enfants ils savent que quand je suis pas là, je suis pas là. Et quand je suis là pour eux à 100%.
et j'adapte mes entraînements par rapport à la vie de famille. Donc des fois je me couche plus tard ou je me lève plus tôt pour m'entraîner. Mais les enfants, quand je suis là, ici, ils sont prioritaires. Est-ce que tu t'es fixé un objectif précis pour les JO paralympiques? Déjà, mon premier objectif, c'était de ne pas me blesser et d'être qualifié pour les Jeux. J'ai réussi ça, parce que mine de rien, c'est beaucoup de sacrifices, les qualifications, ainsi de suite. Maintenant, chaque combat que je les ferai comme si c'était une finale, et j'avancerai combat après combat. Et dans ma tête, bien sûr, je veux aller le plus loin. Mais c'est le jour J, je te dirai, tu verras ce qui sera passé par rapport aux résultats que je te donnerai. Mais tout le monde veut atteindre la meilleure des médailles. Et ça va se jouer sur un petit geste technique ou sur un qui aura plus de volonté ou plus d'énergie ce jour-là. Donc ça, on verra bien. Donc en fait, tu es quasiment capable de tout faire dans la maison, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai vu un petit peu tes réalisations, tu as fait des potagers sur pied, tu as fait ta salle de sport aussi. Voilà, c'est impressionnant. Et justement, quel message tu aurais à donner aux jeunes sportifs et aux jeunes sportifs non-voyants de manière générale? Que tu sois non-voyant, que tu sois en fauteuil, je ne sais pas, tous les handicaps ou même ceux qui sont valides. Soyez fiers de ce que vous êtes, n'écoutez pas les gens. Et si vous voulez faire quelque chose au moment donné, faites-le. Donnez-vous toutes les chances de pouvoir le faire et de le réaliser. Et faites-vous plaisir, tout simplement. Alors j'ai une petite anecdote, c'est que tout à l'heure, lorsqu'on s'est vu, j'ai rencontré ta fille. Ouais. Et je t'ai dit, est-ce que tu lui caresses le visage régulièrement pour avoir ses contours et tu m'as dit, mais je m'en fous, c'est la beauté intérieure qui Bien compte, sûr. j'en ai rien à faire. Et Bien du sûr. coup, je me suis trouvé un petit peu con, je t'avoue. Et après, je me suis dit, mais oui, c'est complètement stupide. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement ta capacité à analyser l'intérieur des personnes que tu rencontres? C'est juste que, comme j'ai dit, des fois à des enfants, quand je fais des interventions dans des écoles, ceux qui ont les yeux, s'il y a une nouvelle personne qui arrive que vous ne connaissez pas, vous allez peut-être le juger sur sa couleur, sa coiffure, sur ses affaires, riches, pas riches, ou ainsi de suite. Et moi, c'est juste que si j'ai besoin de parler, je vais voir la personne, je vais lui parler et je ne vais pas voir tout ça. Et je vais juste voir la personne qui se dégage de lui-même, s'il est sincère, franc, honnête, ainsi de suite. Et je trouve que pour moi, c'est plus simple de trouver quelqu'un de beau d'intérieur que de quelqu'un qui est beau de dehors. Après, la beauté est superficielle par rapport à ce que tu donnes toi-même la beauté. Moi, je trouve que la beauté, c'est plus important à l'intérieur. Alors là, on est sur la plage de Porce-Perron. C'est ça. C'est une plage qui te tient à cœur parce que c'est l'endroit où tu aimes bien te ressourcer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est une plage que j'ai appris à nager ici, j'ai fait mes premières vagues ici, les premières soirées avec les amis ici. Donc, c'était la plage qui n'était pas très loin de chez ma grand-mère, donc tous les étés ou les hivers, j'étais là. Ouais. Tu passais tous tes étés ici? Ah ouais. Ah, et donc tu connais tout. C'était mieux que les bâtiments et le bitume. Hein. Alors dis-nous, il y a bien des grottes cachées, je pense. Ah, des grottes, oui, il y en a. Ah. Peut-être qu'on aura la chance tout à l'heure que tu nous en montres une. Ah, peut-être. Alors, est-ce qu'il y a des sens que tu as surdéveloppés justement depuis toutes ces années où tu es non-voyant? Est-ce qu'il y a un sens vraiment que tu as développé plus que la moyenne? Ah, j'ai envie de te dire que j'ai travaillé tous les sens, mais si on doit en parler de un en priorité, c'est l'audition. Ouais. J'ai vraiment travaillé sur l'audition et je me repère grâce à l'audition. Et des fois, je dis que mes yeux, c'est mes oreilles. Parce que j'arrive à dissocier la droite de la gauche et du coup, je me sers beaucoup de l'audition dans la vie de tous les jours. Donc en fait, c'est comme si tu avais deux canaux qu'enregistraient. C'est ça. C'est-à-dire que tu es capable de suivre une conversation à droite et une conversation à gauche. Ouais. C'est impressionnant ça. Tu viens régulièrement quand il y a des tempêtes? C'est joli. Quand tu entends la mer qui se déchaîne, le vent. Et en plus, ici, la plage, elle bouge. Moi, j'ai vu certaines années où il n'y avait plus de sable du tout, c'était que des cailloux. Où tu viens et tu as juste comme une pointe de montagne, mais c'est que du sable et tu as l'eau autour. C'est une plage qui est très vivante ici. Tu m'as dit qu'il y avait des vagues Il y a eu énormes. il y a eu des tempêtes où moi, je me rappelle quand j'étais jeune, le ciel s'est assombri, il n'y avait pas de vagues et d'un seul coup, il y a eu... on n'a jamais eu trop su si c'était une lame de fond ou quelque chose. Et la vague, elle est remontée au-dessus du bitume là-bas. Ok. Elle a fait toute la plage, elle est remontée très très loin. Ça avait embarqué plein d'enfants sur des bateaux gonflables et tout. Donc il y a eu des très grosses vagues. Ouais. En tout cas, c'est une plage vraiment magnifique. Le Cap Sizun, c'est incroyable. On était tout à l'heure à 40 mètres de haut. C'est ça. Et d'ailleurs, on va en profiter pour leur dévoiler une petite anecdote. Vas-y, je t'en prie. Alors, on peut en rigoler. Oui, bien sûr. Et en fait, on est parti tout à l'heure du parking. On a pris
on a pris un sentier et en fait, j'ai pas pris le bon sentier. C'est ça. Et à un moment donné, tu as disparu. En fait, t'es tombé. Je suis tombé sur toi. J'ai posé le pied dans un trou. Tu m'as embarqué. Je suis arrière. Tu fais quand même Je suis arrière, tu m'as 115 atterri kilos, dessus. j'en fais 80. C'est ça. Tu m'as embarqué, C'est ça. on s'est cassé la gueule de 2 mètres. C'est ça. J'ai ouvert les yeux. Je me suis dit, mais merde, ce qui se passe, je t'ai tout de suite demandé si t'allais bien parce que ton entraîneur m'aurait Démonté. tué. Oui, tout à fait. Donc t'allais bien, moi aussi. Et là, je suis parti, on est parti en fou rire. Je dis, putain, mais c'est pas possible. Alors, je pense que je serai jamais embauché en tant que guide Non, mais parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Et on a bien rigolé en tout cas. à ta défense, c'était pas ta faute. C'est le chemin, il y avait un trou. Et malheureusement, j'ai posé le pied dans le trou, il y avait des herbes hautes, t'as pas pu voir. En tout cas, je peux vous dire que Jason, quand il vous embarque, vous pouvez rien faire. Il m'a pris, je suis tombé en même temps que lui. Donc c'est impressionnant. Alors j'imagine que cette force que tu as, là sur le tatami, ça doit être impressionnant. Justement, tu les fais pas trop voler, les petits poids à 70-80 kg quand tu combats avec eux. Tu restes gentil ou tu aimes bien les balancer à droite à gauche? Non, après, on est au hasard, donc tout ce qui est le sol, il y a pas de... Tout le monde peut combattre les uns avec les autres, parce qu'un très léger va prendre la mobilité, la rapidité que j'ai peut-être moins. Et du coup, ça va compenser la puissance, ainsi de suite. Après, debout, je prends que les jambes nakatées, parce que... Ou légèrement en dessous, parce que faut rester au plus réaliste par rapport aux combats qui nous attendent. Mais pour la technique, ouais, j'ai des partenaires plus légers. Et donc tu arrives à bosser en technique, à pas être une brute épaisse. C'est vrai que quand on te voit, bon, tu fais un peu peur, faut le dire. Je suis gentil comme D'ailleurs, tout. ton surnom, c'est le Viking. Le druide. Le druide, pardon. Mais oui, mais c'est comme ça. Je voulais revenir un petit peu sur tes années collège, lycée. Bien sûr. Tu gardes pas forcément des super bons souvenirs au collège. Est-ce que tu as été victime d'agression? Est-ce que tu as dû vraiment te battre pour t'affirmer dans la cour notamment? Agression, non, parce que je veux pas dire ça. Après, tout le monde se moque. C'est le collège, hein, je vais pas t'apprendre ce que c'est. Mais après, c'est sûr que d'arriver dans un collège de banlieue avec père flic, mère militaire, forcément, t'es toujours connoté un peu plus. Voilà. Après, comme tout le monde, j'ai fait des bagarres, comme tout le monde, voilà, mais j'ai jamais couru. Et puis, c'est ce qui forge aussi. Ça forge. Après, oui, le collège, j'en ai fait quelques-uns. Mais pas parce que je pense que j'étais pas intéressé, parce que les profs me donnaient à instruire et que je m'ennuyais tout simplement. En tout cas, comme tu dis, tu n'étais pas quelqu'un qui partait en courant, tu affrontais plutôt les personnes qui t'embêtaient. Bien sûr. Et c'est pour tout le monde. Peu importe ce qui se passe dans la vie, que toutes les difficultés, faut les affronter. Il y a toujours une solution ou un moyen de contourner cette difficulté, mais il faut toujours les affronter. Est-ce qu'il y a eu une insulte qui t'a particulièrement marqué? Non, tout ça, ça glisse. Ça glisse. Comme je te disais tout à l'heure, ce que les gens ils peuvent penser de moi, c'est bien un truc, je m'en fous royalement. Je fais les choses pour moi-même et si je fais un truc, c'est pour moi-même. Quand j'ai eu les cheveux de couleur rouge, rose, bleu, je m'en fous. C'est parce que ça me faisait plaisir. Donc les insultes, tu peux m'insulter, je m'en fous. Pourquoi tu te teins les cheveux? Qu'est-ce que ça te donne de la force? Non, c'est juste que c'était un délire. Ça a commencé avec mes enfants, ils m'ont dit pourquoi pas. Je fais, d'accord, ça vient des enfants. Et après, ma grande, elle m'a dit on teste celle-là. Je fais vas-y, on teste. Et bon, là, je t'avoue, les coachs, ils m'ont dit on arrête les conneries, on arrête les couleurs. Je fais ok. Mais sinon, ouais. Si tu avais à changer ta vie d'un coup de baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Rien. Rien parce que malgré tout, ma vie, elle est parfaite. J'ai des beaux enfants, j'ai une femme parfaite, j'ai une belle maison, dans un cadre de vie, regarde, qui est magnifique. Grâce à mes yeux, j'ai fait je suis rentré dans l'équipe de France, j'ai fait des rencontres magnifiques, des pays magnifiques, des hôtels que j'aurais peut-être jamais pu côtoyer. Et puis voilà, ma vie est comme elle est, avec les embûches, les défauts, les avantages, et c'est ma vie. Et j'ai pas envie de la refaire. Justement, le rôle de la famille dans ton accompagnement, il est hyper important au quotidien. Il faut quand même savoir que madame est aide-soignante, qu'elle travaille beaucoup, et que des fois je la fais se lever à 3h du mat, 4h du mat pour qu'elle m'envoie à la gare à Quimper, alors qu'elle va travailler 2 heures après. C'est pas facile, hein, mais heureusement qu'elle est là, ouais. Et mes enfants, ils me soutiennent, et quand je suis fatigué, c'est ce qui me fait que je me ressource aussi. Tu parlais de confort dans les hôtels. Tu as l'air de bien aimer ton petit confort quand même.
Je t'avoue, j'adore dormir sur les plages, à l'arrache avec un duvet, un petit feu de camp. Comme un très bon lit dans un bel hôtel, c'est cool aussi. Tout le monde est pareil. Hein. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi, Jason Grandi. On est à fond avec toi pour les Jeux paralympiques. Donc on va te suivre sur les réseaux, mais aussi sur la télévision. Rappelle-moi la chaîne qui va diffuser Normalement, c'est sur l'équipe. sur l'équipe. Sur l'équipe. On pourra suivre. Et ton premier combat, c'est le 7 septembre. Le 7 septembre, mais il ne faut pas oublier, dans l'équipe, donc ça commence le 5, le 6 et le 7. Le 5, c'est les poids légers, le 6, les mi-lourds, et le 7, c'est les lourds. Donc il faudra quand même penser le 5 à regarder Sandrine Martinet, Priscilla Lézé, Armindo Rodriguez, Anatole Rubin, Nasser Zourganoui, Elios Lachumanaya, une de nos stars, Nathan Petit et Cyril Jonard qui représentent toute l'équipe. Et je parle pour eux, je pense, mais on va essayer de vous donner un très bon spectacle et que soit moi ou les autres de l'équipe, on va tous viser la médaille. Bon, en tout cas, merci pour toutes les valeurs que tu nous transmets. C'était un réel plaisir. Partagez. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, on va te suivre le 7 septembre C'est ça. pour les Jeux paralympiques de Paris.